présenter un certain nombre de choses. La conférence s'appelait de manière un peu générique « Enjeux de la recherche en formation d'enseignants ». Donc là, on va se focaliser sur la formation continue, mais on viendra à la fin rapidement sur la question de la formation initiale. Et puis, je vais surtout mettre les pieds un peu dans le plat de quel type de recherche pour les professionnels de l'enseignement et de l'éducation et de la formation. On a tendance à penser toujours que quand il s'agit de professionnels, il faut que ça soit de la recherche appliquée, de la recherche impliquée, de l'ingénierie de formation et surtout pas de la recherche fondamentale. Je vais prendre le contre-pied de cette position et je vais expliquer pourquoi la recherche fondamentale, elle est directement utile aussi aux enseignants pour mieux agir et j'essaierai de montrer ça. Alors, je vais vous présenter les choses en trois parties. La première chose, c'est que je vais remettre en place je vais reparler de la double fonction de la recherche en éducation. Je vais expliquer en quoi on se balade toujours d'un objet à l'autre sans être forcément très clair sur ce qu'on vise, alors que ce n'est pas très compliqué d'expliciter comment on se positionne. Et puis montrer que dans la formation des enseignants, cette double fonction de la recherche, elle permet de se penser en termes de mieux comprendre et de mieux agir, et que finalement l'un et l'autre sont interconnectés. Et pourtant, on est très focalisé au niveau de l'institution sur le mieux agir, et le mieux comprendre passe toujours beaucoup à la trappe. C'est ça que je mets derrière recherche fondamentale, bien entendu. Donc ça sera l'enjeu de ma première partie. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais parler d'un certain type de recherche collaborative avec des enseignants en poste, donc des enseignants qui sont en fonction depuis de nombreuses années, qui n'ont pas été formés par un master, qui ne sont pas du tout initiés à la recherche et qui ont choisi de s'engager dans une recherche. Alors, je vais dire, parce que les mots qui circulent sont tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, je vais dire partenariale pour employer une formule générique qui désigne les recherches où collaborent des enseignants-chercheurs statutaires et des praticiens, quel que soit le métier, et en l'occurrence c'est l'enseignement, mais ça pourrait aussi être autre chose, qui ne sont pas des enseignants-chercheurs statutaires, mais qui collaborent autour d'une recherche. Donc recherche partenariale pour désigner ce groupe de recherche, mais évidemment derrière ces recherches-là il y a beaucoup de choses, donc participer, collaborer, coopérer, et nous on se centrera sur la question de la coopération, j'expliquerai évidemment la différence entre les différentes dimensions, et montrerai qu'au-delà de la formation des enseignants, derrière cette pratique, non pas se cache, parce qu'il ne s'agit pas de le cacher, mais au contraire de le mettre au jour, mais se trouve, on va le dire comme ça, un projet de société qui engage une certaine conception de l'enseignant et de l'élève, donc quel élève on veut éduquer, et pour cela, partant, quel enseignant on veut former pour obtenir ce que l'on veut obtenir en matière d'éducation. Alors, ensuite, je vous parlerai de la merveilleuse surprise, j'ai envie de dire, qui a été pour nous, à la suite d'une désillusion, c'est toujours ça, il faut prendre toujours le bon côté des choses, parce qu'à la suite d'une grosse désillusion que je vais vous raconter, on a dû amener la science dans la classe et pas seulement dans nos réunions recherche, et en fait c'était extrêmement intéressant parce que les élèves aussi, ça fonctionne très bien de les former théoriquement et ils aiment ça, ils s'en servent, ils sont très partants. Enfin voilà, donc je vous présenterai cette chose-là aussi qui a été un moment très intense pour nous parce qu'on s'est dit mais finalement c'est pas différent. En fait, cette place de la recherche, elle peut aussi aller jusque dans la classe et pas seulement s'arrêter à la porte de la classe. Donc, perspective, vous comprendrez que je défends une recherche fondamentale en formation d'enseignants. Alors, je défends ça. Ça ne veut pas dire que je suis militante au sens politique du terme, peut-être que je peux l'être, mais en l'occurrence là, ma posture elle est scientifique et je le défends à partir de différentes études qui ont été conduites. Et dans recherche fondamentale, ce n'est pas parce que je pense que la recherche fondamentale est mieux ou plus intéressante que la recherche action, la recherche intervention, la recherche appliquée, impliquée, etc., ingénierie. C'est parce que c'est le point aveugle. C'est pour ça que j'en parle et que j'essaye de le mettre en avant et de le faire un peu clignoter. C'est parce que c'est un point aveugle. Ce n'est pas parce que c'est mieux. Si tout était d'égale dignité, ben voilà, chacun travaille dans le domaine qui l'intéresse. Éventuellement, on peut aussi faire des rapprochements. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même un point aveugle. Et en France, on n'y arrive pas. Ça fait des années qu'on essaye de rapprocher les enseignants de la recherche depuis la création des UFM en 1990. UFM, chez nous, c'est Institut universitaire de formation des maîtres. Puis ESPE, École supérieure du professorat et de l'éducation, en 2013, puis INSPE, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, en 2019, et on va, vous savez, vers les écoles normales supérieures du professorat. Alors, l'éducation est tombée, on pense quand même que ça va revenir, on ne sait pas trop, bon, on verra. Donc là, en l'occurrence, on essaye depuis tant d'années de rapprocher la recherche, et en fait, on n'y arrive pas.
Donc, on va essayer de creuser un peu cette question. Moi, du coup, je m'intéresse beaucoup à la recherche en formation continuée, parce qu'en formation continue, ce sont des personnes qui viennent parce qu'elles ont envie de venir et de faire ça. Et du coup, c'est intéressant aussi, je trouve, comme conception et comme peut-être revisite du paradigme de la formation continue, qui est que on ne dise pas aux enseignants bah, « vous allez vous former sur ça », mais que plutôt les enseignants disent bah, « nous, on aimerait bien travailler sur ça et ça ». Je trouve que ça conditionne aussi beaucoup les choses. Voilà pour le programme. Alors, rapidement, une introduction. Je pars d'un article de Saucé et Lessard de 2009 qui met en question l'evidence-based practices ou l'éducation fondée sur les preuves, qui est très tendance actuellement. Alors, c'est vrai qu'ils ont aussi très bien communiqué sur les dimensions probantes, comme si les autres recherches étaient moins probantes ou qu'il y avait moins de preuves. Alors, ce n'est pas le même type de preuves, on est d'accord. Mais il n'y a pas des recherches probantes et des recherches qui se baladent et qui s'amusent à décrire des choses amusantes. Enfin, je veux dire, il y a la question des apports et d'égale dignité de tous les côtés. Alors, je ne critique pas le BP, je critique les dimensions hégémoniques, là aussi. Quand il y a hégémonie scientifique par rapport à une autre, je pense qu'il y a un problème. Mais bien entendu que le BP apporte des tas de choses tout à fait passionnantes. Mais dans cet article, Saucé et Lessard mettent en question cette BP parce qu'elle vise à améliorer l'efficacité d'une intervention sous la forme d'un questionnement, what works, qu'est-ce qui marche, pour établir la preuve de ce qui fonctionne et rendre cette preuve disponible. Or, le problème, c'est que les politiques éducatives doivent donc s'appuyer sur le BP pour déterminer, par exemple, quels peuvent être les programmes de formation. Et donc, on occulte tout un pan de la recherche, et c'est ça qui est contesté dans cet article. La posture qu'ils adoptent, Saucé et Lessard, est une posture dite d'amis critiques, eux-mêmes l'appellent comme ça. Et donc, ce qu'ils veulent montrer, c'est qu'il y a toutes sortes de preuves, et non une seule, que cette sorte de preuve-là aussi est contextualisée, et pas absolue, même si elle a une dimension plus généraliste et qu'elle montre aussi moins finement les choses, mais elle est aussi liée au contexte dans lequel se produisent les choses, et pas du tout hors contexte, et qu'il y a plusieurs fonctions de la recherche, et qu'il faudrait peut-être éviter l'orthodoxie si on veut unir nos forces pour comprendre des situations complexes que sont les situations éducatives et les situations formatives. Vous allez voir que je parle toujours aux deux niveaux de l'école et de la formation d'enseignants. Alors, ces deux fonctions, c'est la fonction qu'ils nomment fonction instrumentale, qui vise à apporter des solutions claires à des questions précises. Le BP fonctionne comme ça. On a des questions qui sont très précises et on a des solutions, des réponses qui sont claires et qui permettent de produire des solutions de manière assez directe, on va dire. Et une deuxième fonction, qu'ils appellent fonction d'amélioration de l'intelligibilité des situations éducatives, bien entendu, où il s'agit de mieux comprendre les situations complexes. Cette fonction d'intelligibilité, elle contribue à renouveler les cadres interprétatifs des personnes, donc des enseignants par exemple, enfin des gens qui en tout cas travaillent à cela, à alimenter leur jugement et leur compréhension du monde, et notamment des situations éducatives. Alors, il ne s'agit pas, là encore, de dire que la fonction d'intelligibilité est plus intéressante, il s'agit de dire que c'est le point aveugle, encore une fois, de la formation des enseignants, et donc c'est pour ça que j'essaie de la mettre en avant, mais le jour où toutes seront d'égale dignité, elles ne seront plus mises en avant, en tout cas pas par moi. Alors, qu'est-ce que donne cette double fonction de la recherche? Comment on peut la penser en formation d'enseignants? Je pense qu'on peut la formuler en termes de mieux comprendre et mieux agir. L'enseignant, il a besoin de mieux comprendre ce qui se joue sur le terrain, et pas d'avoir des gens qui viennent comprendre à sa place, si je puis dire, et de mieux agir sur le terrain. Ça, c'est ce qu'on lui demande. Ça, on ne demande pas aux autres d'agir à leur place, mais par contre, on leur demande de mieux agir eux-mêmes. Donc, cette double visée qui est commune aux univers scientifiques et professionnels, les deux intéressent les deux univers. Cette fonction d'intelligibilité, donc mieux comprendre ce qui s'y joue, on est dans la recherche fondamentale, c'est ça la recherche fondamentale. Ce n'est pas une recherche hors sol ou une recherche qui exclut les dimensions empiriques. C'est une recherche qui ne cherche pas à produire des solutions, mais qui cherche à mieux comprendre, ce qui ne veut pas dire que des solutions ne vont pas découler d'une meilleure compréhension. Mais elle fait ce pas de côté qui est on se centre, on se focalise sur le mieux comprendre. Et puis la fonction instrumentale, donc mieux agir dans les situations éducatives, et donc là, on est plutôt sur les recherches de type intervention. Alors, est-ce que ces deux fonctions sont séparées? Et la recherche partenariale dont je vais vous parler, qu'on a appelée coopérative, c'est une question qu'on se pose depuis le début et qu'on manipule beaucoup. Et heureusement, dans la recherche, on a un doctorant qui travaille sur les recherches collaboratives et sur les déterminants de l'engagement à la fois des enseignants. Au départ, sa thèse était sur qu'est-ce qui fait que les enseignants s'engagent dans une recherche collaborative. Et évidemment, très rapidement, il a compris qu'il fallait aussi s'intéresser à ce qui pouvait motiver
à s'engager les enseignants-chercheurs, et pas seulement les enseignants. C'est évidemment tout le travail d'équipe qui est intéressant. Alors, est-ce que ces fonctions sont séparées? En apparence, oui. La fonction instrumentale, elle apporte une contribution directe aux solutions. J'ai envie de dire, par les solutions, elle apporte une contribution directe à l'enseignement, alors que la fonction d'intelligibilité apporte une contribution indirecte dans la mesure où les solutions, elle ne les produit pas, même si elles peuvent découler, et parfois même assez aisément, pas toujours, mais parfois assez aisément. Néanmoins, ce n'est pas sa visée. Donc, on pourrait penser que oui. Mais en réalité, si on entend ce que dit Rayou dans un article de 2018, il montre que l'essaimage des bonnes pratiques, parce qu'une fois qu'on a produit des solutions, ce sont de bonnes solutions, bien sûr, elles sont ancrées scientifiquement, eh ben on n'arrive pas à les essaimer. Alors, moi, j'ai bien une hypothèse là-dessus. Je pense que quand on donne à des gens qui n'ont pas éprouvé le besoin des outils, ben, je ne vois pas comment ils peuvent s'en servir s'ils n'en ont pas éprouvé le besoin. Donc, il faut déjà au moins en avoir éprouvé le besoin et peut-être avoir contribué à définir le type d'outil dont on avait besoin pour que ça puisse s'essaimer. Bon, c'est une hypothèse, pour l'instant, je ne sais pas, mais en tout cas, on sait que les bonnes pratiques ne s'essaiment pas. Après, moi, j'ai un autre problème aussi avec bonnes pratiques, c'est que s'il y a des bonnes pratiques, ça veut dire aussi qu'il y en a des mauvaises. Or, moi, je n'en ai pas rencontré. J'ai rencontré des pratiques qui ne sont pas pertinentes dans le contexte dans lequel on est et qui ne sont pas pertinentes vis-à-vis de certains élèves, mais qui le sont tout à fait vis-à-vis d'autres. Donc, est-ce qu'on peut parler de bonnes pratiques dans ce cas-là, ou de bons enseignants, ou de mauvais enseignants? En l'occurrence, ce n'est pas pertinent de raisonner de cette manière-là, et je pense qu'il est plus intéressant de parler de pratiques pertinentes en contexte, et que je pense que tout enseignant a intérêt à améliorer sa pratique. Donc, moi, je parle plutôt d'amélioration des pratiques que d'essaimage des bonnes pratiques. Un, ça ne s'essaime pas, et deux, des bonnes pratiques ne sont pas des bonnes pratiques hors sol. Donc, améliorer sa pratique, ça, je pense qu'en revanche, c'est un enjeu pour n'importe quel enseignant, y compris moi qui enseigne dans le supérieur. C'est aussi une question qui doit se poser tout au long de ma carrière d'enseignant-chercheur, parce que c'est à tous les niveaux la même chose. D'autre part, Tricot, lui, il est plutôt du côté de l'intelligibilité. Il dit, mais moi, je suis chercheur, je ne suis pas producteur de solutions, je mets à disposition des savoirs que produit ma recherche, ou que produisent les recherches qui sont menées dans mes équipes, et puis les enseignants, ils en font ce qu'ils en veulent. Mais ça ne va pas non plus, parce qu'en fait, ça ne garantit pas leur utilisation. Mettre en relation les enseignants avec les savoirs, ça ne suffit pas à leur permettre de les utiliser. De même que mettre les élèves en relation avec les savoirs, vous pouvez les mettre en relation, ils le sont, l'école garantit la mise en relation des élèves avec les savoirs, ça ne veut pas dire qu'ils sauront s'en servir. Or, c'est bien ça qu'on vise, c'est qu'ils les mobilisent dans des situations. C'est là qu'on se met à parler un peu de compétences. Donc, quelle collaboration est possible avec les enseignants pour rendre ces savoirs utiles, ou en tout cas utilisés? C'est plus qu'utile, c'est utilisé, pour qu'effectivement ils s'en servent. Donc, on a eu cette préoccupation-là, et donc, on s'est intéressé aux différentes manières de classer les recherches partenariales. Vinatier et Morisset disent que c'est un champ encombré et chaotique. J'ai repris la formule parce que je trouve que c'est très intéressant. Effectivement, ça part dans tous les sens. Ce n'est pas tellement classifié. On ne sait pas très bien qui fait quoi dans cette affaire-là. Et donc, nous, on a essayé de se situer par rapport aux recherches partenariales existantes et surtout par rapport au classement, au type de typologie qui pouvait exister. Et on s'est appuyé sur les éléments de typologie de Boni, qui est fondé sur l'étude des référentiels des acteurs, c'est-à-dire des personnes qui s'engagent dans ces recherches partenariales, et sur la manière dont dialoguent ces référentiels. Alors, les référentiels, c'est les éléments de référence qui permettent de considérer que telle pratique est pertinente par rapport à telle autre. Donc, pour les chercheurs, le référentiel, c'est le référentiel scientifique. Moi, je fonctionne avec un référentiel scientifique qui me dit comment je conduis ma recherche, ce qui ne veut pas dire que c'est complètement appliqué et complètement défini. Tout est à redéfinir à chaque fois, mais avec des éléments référentiels qui sont assez particuliers. Et puis, les enseignants, eux, fonctionnent plutôt... Je dirais que le référentiel scientifique, il est plutôt fondamental, et le référentiel, pour caricaturer un peu et grossir le trait, ce que je dis là est assez grossier, ce n'est pas très fin pour le moment. Et le référentiel des enseignants, c'est à creuser en plus, ces questions-là de référentiel, parce que je pense que les référentiels sont plus complexes qu'on ne croit. Et le référentiel enseignant, on peut imaginer qu'il est plus centré sur la fonction instrumentale de la recherche et moins sur la fonction fondamentale, en tout cas a priori. Alors, nous avons revu dans un article avec Charles Nicot, qui est le doctorant qui travaille sur les recherches collaboratives, nous avons revu ces éléments de typologie, et donc nous avons distingué entre la participation, qui suppose que les acteurs soient impliqués dans un projet qui est piloté par autrui, c'est-à-dire que c'est les chercheurs qui pilotent le projet, sans qu'il y ait une production commune. La collaboration qui montre une interdépendance des acteurs un peu plus forte, avec un projet commun,
mais où chacun contribue en fonction de son référentiel propre. Et une troisième dimension qui évidemment nous intéresse plus, nous, qui est peut-être très idéaliste, je vais dire utopique, enfin est-ce qu'on peut arriver au bout, je ne sais pas, on verra, hein, mais qui est la coopération, qui suppose que toutes les personnes engagées sont des sujets pensants réflexifs, que les uns sont formés scientifiquement, pas les autres, mais ça peut venir, et que les capacités justement de réflexion et de créativité des uns et des autres sont d'égale dignité, et que c'est dommage de se priver des capacités de réflexion des uns et des autres, et donc qu'il y a lieu d'engager une coopération. Donc avec une interdépendance plus fine, on a dit, on a pensé pour l'instant la formule comme ça, plus fine entre les acteurs, mais pas forcément plus forte, hein, plus fine, c'est-à-dire où chacun se préoccupe du référentiel de l'autre. Et vous, alors je vous le montrerai hein, comment on a essayé de faire ça, et vous, qu'est-ce qui vous importe là-dedans, et nous, qu'est-ce qui nous importe là-dedans. L'idée, c'est de construire un monde commun, on va y venir. Alors, comment est-ce que chacun se préoccupe du référentiel de l'autre? Nous, on a d'abord construit, on a pensé qu'il fallait construire une préoccupation commune. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette formulation, cette jolie formulation? En fait, ce n'est pas la première recherche collaborative, enfin partenariale que je pilote. J'en ai piloté une autre, d'abord, enfin j'en ai coordonné une, j'étais responsable, hein, d'une première d'abord dans l'Académie de Créteil, pas en Normandie comme celle-ci, où la question de la préoccupation commune ne s'est pas posée, c'est pour ça qu'elle était nouvelle ici pour moi, parce que les enseignants qui voulaient travailler sur des questions d'implicite en formation, dans l'enseignement, en pédagogie, avaient fait pour une partie d'entre eux un master dans notre master, l'équivalent du vôtre, formation de formateurs, savaient très bien sur quels objets on travaillait et sont venus nous chercher en disant, nous, dans notre REP+, notre réseau d'éducation prioritaire, on veut travailler sur les questions d'implicite et d'explicitation des enjeux des activités pédagogiques, notamment on a des référentiels qui nous enjoignent cette dimension-là et donc on voudrait travailler avec vous là-dessus. Donc en fait, la préoccupation commune, elle était déjà là parce qu'ils sont venus nous chercher avec quelque chose qui relevait de nos objets, mais qui relevait de leurs préoccupations aussi. Donc elle était déjà créée. Quand on s'est rencontré avec les enseignantes de Normandie, c'est pas pareil parce que l'idée c'était plutôt, il y a une injonction à se rapprocher des chercheurs, il faut qu'on travaille de manière un peu plus proche et donc voilà, nous ça nous a intéressés, on a eu envie, on est venu. Donc en fait, il n'y avait pas du tout de préoccupation commune. Donc on a commencé par s'intéresser à on a essayé de dire quels étaient nos centres d'intérêt, on a tâtonné comme ça, donc on avait notamment dans les préoccupations des enseignantes la question importante de l'articulation orale-écrit, la question des conditions auxquelles les interactions entre élèves contribuent à favoriser les apprentissages, et donc la place du discours pédagogique dans cette affaire aussi. Et nous, on avait déjà travaillé sur les questions de littératie et d'inégalités socialement situées, la notion de rapport au savoir, de co-construction des inégalités scolaires dont parlait Corinne tout à l'heure, la notion de littératie, de dialogue scolaire, et puis la notion de recherche collaborative. Ça, c'est le travail de notre doctorant qui participe à cette recherche. On avait donc des centres d'intérêt partagés, mais qui ne font pas encore une préoccupation commune. Pour l'instant, on voit qu'on a des centres d'intérêt partagés, qui se formulent différemment d'ailleurs, mais qui concentraient sur les inégalités. Ça, c'était ça qui nous intéressait, et notamment les inégalités langagières. Et puis, il y avait un centre d'intérêt commun aussi sur la notion de dispositif, et vous allez voir que c'est intéressant parce que c'est ça qui nous a porté après, cette histoire de dispositif. Quelle organisation du travail dans le dispositif ou dans l'activité? Moi, je raisonne en termes de dispositif pour des raisons théoriques, mais on peut très bien parler d'activité, ça dépend de son champ, je dirais, de départ, qui permettent aux élèves d'y être bien ici et maintenant. C'est-à-dire que pour que les élèves s'engagent dans une activité, il faut qu'elle présente un intérêt pour eux et qu'ils s'y sentent bien, pas que ce soit difficile, pénible, infaisable, ridicule, enfin je ne sais pas. Mais que cette activité, donc autotélique, ici et maintenant, mais aussi qu'elle ait une visée externe au dispositif. Je prends toujours l'exemple de la lecture de texte. Quand on lit un texte en classe en CE1 par exemple, l'idée, ce n'est pas d'apprendre à lire ce texte ici et maintenant. C'est de savoir lire d'autres textes ailleurs et plus tard. Donc on a bien une visée en dehors du dispositif, lointaine. Et la question des dispositifs, c'est que l'élève y soit bien, mais qu'en même temps, ça serve à quelque chose pour plus tard, et que ce ne soit pas simplement le fait d'être bien dans le dispositif. Donc on en était là. Il nous restait évidemment à réfléchir au dispositif qu'on pourrait étudier, sauf que on a eu la pandémie. Ça fait 3 ans que cette affaire dure. On a eu des confinements successifs qui ont fait un effet loupe sur les inégalités socialement situées, avec des élèves très inégalement préparés et très inégalement soutenus, à la maison notamment, pour une pédagogie à distance surprise pour laquelle personne n'était prêt. Ça a beaucoup déstabilisé les enseignantes de cette recherche collaborative avec laquelle on se voyait en visioconférence et avec des moments difficiles, même humainement parlant, enfin des mises en question importantes.
Et donc, on s'est dit, mais il faut qu'on revisite nos affaires et peut-être qu'on se focalise sur ce qui nous arrive là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, les éléments qui ont été revus, c'était quel lien entre ce qui se joue en classe et à la maison, qui intéresse à la fois la classe hors confinement et la question du confinement. Quels usages les élèves font-ils des écrits transmis à distance? La question de la distance était récurrente, elle était vraiment extrêmement forte. Quelles compétences diverses des élèves pour accéder à l'information à distance? Et donc, on a avancé comme ça en recentrant notre projet et en essayant d'identifier ce qui restait de nos préoccupations antérieures, qui étaient toujours les inégalités socialement situées, les malentendus entre enseignants et élèves sur les attendus scolaires et la question du rapport entre les compétences orales et écrites. Cette question du rapport entre l'oral et l'écrit, elle a filé depuis le début jusqu'à maintenant, elle était centrale. Du coup, c'est posé la question des données, quelles activités, quels dispositifs on pourrait étudier et qui rendent compte d'une tâche complexe qui mêle l'écriture, la lecture, l'oral, et si possible, la recherche d'informations en ligne ou ailleurs. Et là, le dispositif qui a été retenu, c'est le dispositif d'une web radio scolaire, où l'une des enseignantes est responsable du projet de web radio qui s'appelle la web radio Fréquence Andelle, et qui, je dirais, engage une émission par mois, une émission complète par mois, et qui implique les écoles maternelles, donc, oui, vous les appelez maternelles aussi? Maternelles. 4 ans, voilà. Donc maintenant, nous, ça commence à 3 ans. Hein. Donc depuis la maternelle jusqu'au collège, donc secondaire 1. Tous les mois, les élèves ont préparé des chroniques, ce qu'on appelle des chroniques, les petites émissions qui vont constituer l'ensemble de l'émission. Alors, je vous l'apprends parce que moi, je ne travaillais pas du tout là-dessus. Donc là aussi, on a eu des apports conjoints. Et donc, on a reconfiguré notre préoccupation commune qui commençait à prendre forme, qui est sous la forme de quelles compétences langagières développe-t-on dans la web radio Fréquence Andelle, à quelles conditions pour les élèves qui réussissent le moins. Vous voyez que là, on a des éléments qui sont centrés sur la recherche fondamentale, mieux comprendre. Ce n'est pas comment on fait pour que ça marche mieux. Pour l'instant, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien un double référentiel là qui est convoqué, parce que pour les enseignantes, elles nous ont expliqué qu'elles étaient très attachées à ce dispositif de web radio, qui ne marchait pas super bien. Enfin, il marche quand même pas mal, elles arrivent à faire une émission par mois quand même, hein, donc ça ne marche pas super bien. Mais, enfin, ça ne marche pas super mal, non, c'est bien ça que je voulais dire. Mais elles trouvaient qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne voulaient pas intégrer le dispositif alors que ça pourrait les intéresser, parce qu'il y a déjà le programme et que s'il faut en plus rajouter la web radio, on ne va pas y arriver. Donc on s'est dit, l'idée c'est de montrer comment la web radio, elle permet de développer toutes les compétences langagières du programme. Ce qui ne veut pas dire qu'elles doivent toutes être développées dans des dispositifs de web radio, mais à la limite on pourrait imaginer une expérimentation où elles sont toutes développées par la web radio. Je vais vous expliquer comment et pourquoi. Donc vous voyez, à la fois une recherche fondamentale centrée sur le mieux comprendre, mais en même temps qui prend en compte les besoins, les attentes des enseignantes, parce qu'une fois qu'on a fait ça, évidemment, on a fait des journées d'études, on a diffusé, on a montré comment ça contribuait, et l'idée c'était de participer à ça. Par ailleurs, les choses qui nous intéressent, les objets langagiers qui nous intéressent, et les difficultés d'élèves, sont des difficultés qui sont récurrentes dans les classes, bien au-delà de la web radio, évidemment, hein, et concernent des compétences qui sont travaillées en français notamment, mais dans les autres disciplines aussi, en tout cas on espère, sur la recherche d'informations, la lecture, l'écriture ou la production d'écrits, et puis l'oral, au sens de mise en voix d'un texte, par exemple, ou d'interaction entre élèves ou entre personnes, et donc compétences de ce point de vue-là. Alors, comment on a procédé? Là, j'en arrive à ma partie 2. Comment a-t-on procédé pour mener cette recherche de bout en bout, puisqu'on avait déjà un questionnement, qui n'est pas encore un questionnement très fermement posé, mais quand même qui tient la route. On l'a précisé après, mais enfin, on avait déjà un questionnement. Et donc, il fallait qu'on mette en place le protocole de recherche, comment on allait procéder. Alors, d'abord, on a eu une phase exploratoire où on a procédé à l'observation conjointe de séances de préparation de chroniques dans les classes des enseignantes du projet. Elles sont 6. Il y a 5 enseignantes et une formatrice. Une formatrice terrain, nous on a je ne sais pas si ça existe aussi en Suisse, les CAFIPEMF, les enseignants qui sont formateurs, qui ont passé une certification employeur et qui sont formatrices attitrées. Je ne sais pas si ça existe, qui sont terrain, qui ne travaillent pas dans l'institution. EP, je veux dire. CASPRAFO, d'accord.
Voilà, donc c'est quelque chose. Voilà, donc on a une case Prafo, si je peux dire l'équivalent, et puis 5 enseignantes du premier degré. Donc, ça nous a permis, en observant ces séances, on a pu voir un peu plus précisément ce qu'on voulait regarder et donc élaborer le questionnement de recherche, toujours en lien avec les difficultés des élèves. Et à ce moment-là, on était sur les difficultés des élèves qui réussissent le moins. Vous allez voir que ça a un petit peu bougé, cette question des difficultés. Qu'est-ce qu'on peut dire du co-développement professionnel de l'ensemble des parties, des enseignants-chercheurs qui font partie et du doctorant qui font partie de cette équipe? Évidemment, il y a des apports des uns et des autres et sur la question des chroniques, par exemple, en quoi elles consistent, leur public, quels enjeux. Bon, là, nous, on a été formés par les enseignantes sur cette question-là. Évidemment, nous, on a amené des apports théoriques. Mais je pense que, en fait, la question sous-jacente à ça, c'est la question de l'asymétrie. Des gens comme Tremblay, qui travaillent au Canada sur les recherches collaboratives, disent qu'il faut absolument réduire les asymétries, il faut tout faire pour réduire les asymétries. Je ne suis pas sûre d'être d'accord avec ce point de vue, et quand je dis ça, en fait, je pense que c'est parce que je ne suis pas d'accord du tout. Ce que je pense, moi, c'est qu'il faut au contraire les assumer et voir quelles sont à géométrie variable. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est les uns qui ont une posture de formateur, à un autre moment, c'est les autres, mais que ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse, en fait. Parce qu'après, on va se dire, ouais, mais en quelle proportion? S'il y en a, c'est 80%, les autres 20%, puis pareil, c'est quand même un peu asymétrique. Moi, je ne peux pas poser la question en ces termes, parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt de créer ce que Mboni appelle un monde social spécifique qui fasse l'objet d'une investigation conjointe. C'est-à-dire qu'on n'est pas, dans ce monde que l'on construit, un milieu de pratique pour les enseignants, et un milieu d'enquête pour les chercheurs. On construit un monde spécifique où on va pouvoir investiguer ce qui nous intéresse conjointement. Donc le monde spécifique qu'on a construit, c'est effectivement ces chroniques de web radio, et donc on a décidé ensemble de quel type de chronique on allait investiguer, comment effectivement on s'est documenté là-dessus, et là tout le monde s'est mis à amener des documents scientifiques là-dessus, et moi je me suis beaucoup formée à ce moment-là sur la question de la radio. Il y a des chercheurs qui ont écrit sur les émissions de radio, comment ça se prépare une émission de radio, qu'est-ce qu'on connaît de la radio, quelles sont les différentes étapes, enfin il y a eu beaucoup de choses où on a vraiment construit un monde social où on s'est co-formé sur ces objets. Mais évidemment, on avait eu du temps avant le confinement pour commencer à s'engager dans la recherche théorique, expliquer comment fonctionne un article. On avait eu beaucoup d'éléments comme ça au départ aussi. Ça demande beaucoup de temps. Hein. Donc voilà, un monde social spécifique qui fasse l'objet d'une investigation conjointe. Alors, évidemment, cette question du projet de société, hein, quel enseignant on veut former et quel élève on veut éduquer, la première question qui s'est posée en ces termes, en termes de projet de société, c'est est-ce qu'on veut que les enseignants résolvent des problèmes ou construisent des problèmes? Alors évidemment, on dit toujours résolvent, mais nous on pense qu'il faut d'abord qu'ils les construisent. Et surtout que pour pouvoir les résoudre, ils sachent les construire. Les construire, c'est-à-dire savoir les penser, savoir quelles sont les données et les conditions d'un problème et comment effectivement on peut mieux comprendre ce qu'on ne comprend pas à l'œil nu quand on voit que certains élèves ne réussissent pas à procéder comme on voudrait qu'ils procèdent. Alors, on a toujours la double fonction de la recherche qui est impliquée. Hein. La recherche partenariale avec des finalités instrumentales, elle vise la résolution des problèmes, créer des solutions, mais la recherche avec finalité d'intelligibilité, elle vise la construction des problèmes, c'est-à-dire se centrer sur le questionnement et sur le mieux comprendre. Il y a donc une dimension axiologique de la recherche partenariale. Une dimension axiologique, ça veut dire une dimension en termes de valeur. Hein. On entend beaucoup, certains chercheurs, il y a un article sur le BP justement là-dessus qui met ça en question en ce moment, où la recherche serait neutre, scientifique et sans aucune incise avec le monde réel. Bon, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Les savoirs scientifiques, c'est une construction sociale discursive, validée dans des productions extrêmement précises et normées, et donc qui effectivement a un rapport très étroit avec la société et qui gagnerait à être peut-être explicité et un peu plus interrogé aussi. Donc là, la dimension axiologique, c'est quel enseignant on veut former. Donc on s'est posé cette question collectivement aussi. Qu'est-ce qu'on vise finalement? L'idée pour nous, c'était de former des acteurs professionnels qui soient émancipés par rapport aux productions scientifiques, qui ne soient pas dépendants d'autrui pour accéder aux productions scientifiques, et donc qui soient capables de les utiliser de manière autonome, aussi bien en termes de résultats, de savoir produit, savoir que les inégalités socialement situées sont co-construites et que notamment il y a des pratiques pédagogiques opaques qui contribuent à les aggraver, indépendamment de l'intention des enseignants bien sûr, et sans que ces enseignants aient de mauvaises pratiques, puisque ces pratiques sont très pertinentes dans d'autres contextes.
Mais que savoir qu'elles sont co-construites et qu'il y a une dimension d'opacité des pratiques qui joue, ça paraît, c'est un savoir que les enseignants qui travaillent là-dessus ne peuvent pas ignorer, par exemple. Mais aussi en termes de démarche d'analyse. Quels sont les instruments qui me permettent d'analyser ce qui se joue là dans la classe? Est-ce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi, avec ces élèves-là, ça ne fonctionne pas et je n'arrive pas à faire ce que je veux? Donc, on est clair là-dessus, c'est ça qu'on vise. Hein, c'est ça qu'on vise. Alors, on commence à avoir des éléments sur ce que l'on voulait transformer, ce qui permet la transformation et ce que l'on transforme effectivement, on commence à avoir des éléments. Enfin, c'est le début et c'est très lent hein, comme processus. Donc le projet de société, vous avez compris, j'y reviens pas, c'est l'amélioration de l'intelligibilité en lien avec les difficultés des élèves. Alors, le deuxième aspect de la question, c'est que les difficultés des élèves, elles conduisent à des dilemmes. Est-ce que je dois m'arrêter et m'occuper de ce groupe-là ou de celui-là, ou est-ce que je dois continuer à faire avancer le temps didactique? Est-ce que j'interroge simplement les bons parce qu'ils vont donner les réponses qui m'intéressent pour pouvoir faire avancer le temps didactique? Ou est-ce qu'au contraire, il y a un moment où il faut qu'on se pose là-dessus? Bon, on a des dilemmes permanents dans la classe. Je crois qu'il y a beaucoup de chercheurs qui l'ont montré. Il y a un certain nombre de travaux qui l'ont montré. Je vous renvoie au I310, c'est ça, Corinne? C'est notre I310 sur les dilemmes. Mais donc, l'idée, c'était pour nous d'abord de définir avec les enseignantes à un niveau très global, c'est-à-dire non ancré dans une discipline ou une autre, non ancré dans un niveau ou un autre, hein, très global, très général, la complexité du travail enseignant qui est soumis à ce que nous, on a considéré comme être 3 types de contraintes en termes de production. D'abord, produire un livrable. Les enseignants doivent les enseignants doivent faire en sorte que dans la classe soient produits des livrables, je vais le dire comme ça, parce que ça engage autant les enseignants que les élèves. Des textes doivent avoir été lus, des écrits doivent avoir été produits, des productions artistiques doivent avoir été réalisées, des schémas élaborés, etc. Je pourrais le dire pour toutes les disciplines. Des matchs doivent avoir été menés en EPS, enfin ça marche pour toutes les disciplines. Et si on s'intéresse à la radio, à la web radio, des chroniques doivent avoir été produites et doivent avoir soit été enregistrées, parce que dans leur système, il y a des chroniques qui sont enregistrées en amont, quand les enseignants ne peuvent pas être disponibles le jour du direct, et d'autres qui sont enregistrées en direct. Mais évidemment, quoi qu'il en soit, ces chroniques doivent avoir été produites, c'est pas facile à dire, ces chroniques doivent avoir été produites pour le jour J, et ça, c'est le livrable. Et évidemment, ça pèse très lourd sur l'enseignant, parce que l'enseignant veut que les élèves produisent un livrable de meilleure qualité, etc. Mais ça va demander du temps, et si on prend trop de temps là-dessus, eh ben, on ne va pas être prêt à temps pour produire le livrable. Donc pour nous, c'était très important d'identifier que d'abord, il y a un livrable, et que ce livrable, même s'il ne nous dit rien de la qualité du travail, il est à prendre en compte, à prendre au sérieux et à respecter, et à faire apparaître, j'ai envie de dire. Mais évidemment, ce livrable, on veut qu'il réponde aux critères de réussite du genre attendu. Et donc notre deuxième niveau, c'était la question du genre. C'est finalement le genre chronique, le genre. Alors, je vous ai donné des exemples en dehors des chroniques. Hein, par exemple, les livrables dans les écrits de français. Il y a le genre récit, le genre commentaire, le genre dictée, le genre. Alors dans les dictées, il y a toutes sortes de sous-genres. Enfin, on peut découper ça à l'infini. Et c'est pareil dans toutes les disciplines. En mathématiques, il y a le genre résolution de problèmes, le genre calcul posé, etc. Et donc ça correspond à un certain nombre de normes, de critères, je vais dire, de réussite, qui doivent être élaborés. Et dans la web radio, évidemment, on a différents genres, interview, ouverture d'antenne, etc. On y viendra. Et enfin, ce livrable, qui peut s'évaluer en termes de genre et donc de caractéristiques du genre attendu, il vise le développement des compétences des élèves, c'est-à-dire des compétences qui sont au-delà de la classe. L'idée, c'est toujours non pas que les élèves savent produire une émission de radio à un jour J, mais ne soient pas capables de parler en public plus tard. Ces compétences ont bien une visée largement au-delà du dispositif et même largement au-delà de l'école. Donc pour nous, livrable, genre, compétences, c'était des niveaux qui étaient extrêmement intéressants pour pouvoir poser la complexité du travail enseignant en disant là, je me focalise sur le livrable parce que mon machin il doit être prêt demain à 10h12, on enregistre et donc par conséquent, je me focalise sur le livrable et je l'assume. L'enseignant a le droit de dire là, je me focalise sur le livrable et pas sur la qualité de ce que. Mais à tel autre moment, je sais que ça et ça et ça fait défaut et donc je vais peut-être travailler quand je serai dégagé de la nécessité de produire le livrable. Je sais que j'ai à travailler sur ces dimensions-là, par exemple. Mais je pense que la nécessité de mettre en évidence le livrable, c'était quand même une nécessité pour pouvoir aussi, j'ai envie de dire, déculpabiliser, déresponsabiliser, je ne sais pas quel mot, les deux mots ne vont pas tout à fait, mais c'est quelque chose de cet ordre-là, de faire en sorte que les enseignants puissent admettre l'idée que oui, de temps en temps, ils doivent juste produire quelque chose, hein, et que ce n'est pas forcément toujours évaluable en termes de qualité. Alors, comment est-ce qu'on évalue la qualité d'un livrable? Donc là, c'est les propriétés
des genres scolaires. Et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est là que la recherche revient, et notamment les apports scientifiques, et que les enseignants ne sont pas assez dotés de ces apports scientifiques. Vous allez voir pourquoi. Ils sont tout à fait dotés, à mon avis, pour faire la classe. Mais dès qu'il y a des élèves qui ont plus de difficultés, alors là, ça devient un peu plus compliqué et il faudrait aller voir d'un petit peu plus près. Alors, si je donne des exemples basiques pour la résolution de problèmes, l'élève doit avoir compris l'énoncé, effectuer les opérations nécessaires et les effectuer convenablement, rédiger de manière appropriée sa réponse. Pour une chronique de type lecture voix haute, le texte doit être compris, la lecture fluide, expressive. Bon, voilà des exemples de caractéristiques que vous connaissez bien et qui sont tout à fait évidentes. Donc, ce sont des caractéristiques que les enseignants maîtrisent et que les élèves doivent s'approprier. Elles ne sont pas toujours explicitées dans les classes. On voit que les élèves produisent des genres, enfin des chroniques ou d'autres activités, mais ils ne savent pas forcément en fait, quels sont les critères de réussite ou les critères d'évaluation, si j'ai traduit en langage scolaire. Pour aller au-delà, c'est-à-dire aider ceux qui n'y parviennent pas à produire un livrable de qualité, vous vous rappelez que nous, on s'intéresse aux difficultés des élèves, évidemment, il faut un grain plus fin d'analyse et un grain plus fin de définition de ces propriétés, et donc s'appuyer sur des travaux scientifiques qui les ont documentés. C'est-à-dire qu'ils ont pu nous donner des éléments beaucoup plus fins pour pouvoir mieux comprendre pourquoi celui-là, dans la résolution de problème, il sait faire toutes les opérations, il n'y arrive pas. Alors, si je lis Carrette, par exemple, je comprendrai que l'opposition entre tâches simples, appliquer des procédures, et tâches complexes, choisir les procédures à mobiliser, ça me permet de comprendre que tel élève qui maîtrise pourtant parfaitement les procédures qui sont à mobiliser dans ce problème n'arrive pas à résoudre ce problème qui lui a été donné en classe parce qu'il n'est pas capable d'identifier dans la situation l'habillage du problème, si vous voulez, les traits pertinents qui lui permettent de déterminer les procédures à mobiliser et l'ordre dans lequel ces procédures doivent être mobilisées, éventuellement comment il doit les combiner, tout dépend du niveau, même si chacune des procédures, il sait les appliquer. Donc, cette, par exemple, différence entre tâches simples et tâches complexes va nous permettre, si on lit l'article de Carrette, là je vais très vite, mais nous permettre de comprendre qu'au genre résolution de problème, il faut ajouter dans la classe la caractéristique savoir déterminer des procédures à mobiliser. Et que ça va demander un travail langagier sur la formulation du problème et que des solutions qui consistent à dire « il faut que le problème soit formulé plus simplement », moi je dis non. L'élève doit apprendre à identifier des traits pertinents, même si le problème n'est pas formulé de manière évidente et transparente. Le but, c'est précisément qu'ils arrivent à identifier. Ce n'est pas baisser le niveau d'exigence, c'est travailler cette question-là. Quand on demande à des élèves, je pense que vous connaissez la procédure le travail sur le puzzle de Brousseau, où on découpe à l'infini. Combien de fois devrais-je faire cette opération pour obtenir 16 000 morceaux? Pourquoi on dit 16 000? Précisément pour qu'ils ne puissent pas le faire. Pour qu'ils puissent réfléchir en regardant, en fait, à chaque fois, c'est n plus 1. Quand je découpe une feuille de papier en deux, je prends la moitié, je la redécoupe en deux, je prends le bout, je le redécoupe en deux. Finalement, je dois arriver à comprendre que c'est à chaque fois n plus 1. Donc, avec des images, je peux voir qu'à chaque fois, il s'en rajoute 1. Si je le fais, je ne comprends pas la formule n plus 1. Donc, l'idée, c'est de mettre 16 000. Donc, il y a des enseignants qui disent, pour les élèves en difficulté, on va mettre juste en 10. Comme ça, ils vont pouvoir le faire. Donc, en fait, ils ne comprennent rien. Ils le font, mais ils ne comprennent pas que c'est n plus 1. Ils n'arrivent pas à cette représentation-là. Et puis d'autres qui disent, mais il ne faut pas employer opération. Combien de fois devrais-je faire cette opération? Parce que ça les brouille. Oui, mais l'élève sait très bien que mettre un manteau et mettre quelque chose sur la table, ça ne veut pas dire pareil. Mettre sur la table, c'est poser, et mettre un manteau, c'est enfiler. Enfin, les élèves sont capables, langagiers, de manière d'avoir des réflexions langagières qui sont, écoutez-les dans la cour de récréation, qui sont de haut niveau. Il n'y a pas de raison de ne pas les mobiliser en classe aussi, mais ça se travaille. Enfin, voilà, c'est ça un peu l'idée. Alors, si je prends l'exemple de la chronique, maintenant, de type interview, par exemple, Schnevely et Dolz ont travaillé la question de la médiation dans un article qu'ils ont produit sur la notion de genre, justement, de genre discursif, de genre scolaire. Moi, je parle de genre discursif, mais ils parlent plutôt de genre scolaire. De la médiation, finalement, entre l'expert et le public. Quand on interviewe quelqu'un pour la radio, il s'intéresse aussi, il parle dans cet article, par chance, ça nous a beaucoup intéressé, de web radio aussi, de radio scolaire plus exactement, c'est pas web à l'époque, et c'est un article de 97. Ils expliquent que, finalement, l'élève, dans une radio scolaire, dans une émission de radio scolaire, il sert de médiateur entre un expert et le public. Et que c'est cette triangulation-là, il n'emploie pas le terme, c'est moi qui dis triangulation, mais c'est ça qui est intéressant. Or, l'élève à l'école, il est très centré sur le rapport entre lui et la personne qui l'interviewe, et pas le public. Et sur les lectures voix haute en web radio, c'est la même chose.
on voit que les élèves, même ceux qui lisent le mieux, avec le plus de fluidité et qui semblent comprendre le texte, ils mettent le ton, comme ils disent, mais on ne comprend rien parce que le public qui est à l'extérieur n'est pas concerné. En fait, ça se passe entre l'élève et le texte et il n'y a pas de triangulation. Donc l'idée, c'est d'ajouter la dimension de la médiation ou de la triangulation à nos propriétés. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut ajouter finalement des caractéristiques pour mieux comprendre ce qui permettrait d'aider les élèves sur la question des genres scolaires. Alors ça, c'est notre apport, j'ai envie de dire, à toute l'équipe, qui est livrable genre compétences. Ça permet vraiment de distinguer les niveaux et de travailler à différents niveaux, que l'on veuille améliorer les compétences des élèves ou produire un livrable. Au moins, on sait ce que l'on fait et on le fait, je dirais, de manière en toute conscience. Alors, quelle chronique on a utilisée pour le programme de la web radio Fréquence Antenne? On a utilisé une chronique qu'on a appelée causerie pédagogique interview. Alors pourquoi on a choisi? Parce qu'on avait besoin de chroniques qui nous permettent de travailler toutes les dimensions langagières, depuis la recherche d'infos jusqu'à la production d'écrits et la prestation orale. Donc on a choisi des chroniques qui nous permettaient d'avoir ces différentes dimensions. En fait, elles l'ont presque toutes. Mais donc on a choisi ça. Alors pourquoi je l'ai appelée causerie pédagogique interview? Pourquoi on l'a appelée comme ça et pourquoi je la reprends ici dans le diaporama? Parce que 3 et 4 élèves, ce qui a été choisi par l'enseignante de construire comme chronique, c'est 3 ou 4 élèves dialoguent sur un thème donné qui est au programme scolaire. Il y a eu des chroniques sur les propriétés de l'air, d'autres sur les monuments à l'époque de Napoléon III, d'autres, enfin, c'est sur des programmes scolaires, bien entendu. C'est une radio avec une ligne éditoriale scolaire, sur un thème donné, et donc font un peu semblant de s'interviewer pour donner des éléments de réponse au public. Ce n'est pas le genre le plus facile. Une chronique lecture de textes littéraires, et puis une chronique de type énigme pour les maternelles, où les élèves devaient décrire un animal, et les personnes qui écoutaient devaient deviner à partir de la description quel était cet animal. Alors ce n'est pas rien du tout cette affaire-là, parce que évidemment la question de l'organisation du propos, par quoi on commence, pourquoi. Évidemment, si on commence tout de suite par j'ai une trompe et 2 oreilles, on va savoir tout de suite que c'est un éléphant, donc c'est peut-être un élément qu'il faut mettre plutôt à la suite. Enfin, il y a des tas d'éléments de réflexion qui se posent même au niveau de la maternelle. Alors, nous avons donc construit des grilles qui définissaient les caractéristiques, les propriétés du genre concerné à partir de lectures de textes scientifiques, comme je viens de vous le montrer pour résolution de problèmes ou pour la chronique interview, et en lien avec les difficultés observées chez les élèves. Alors, quelles difficultés on a observées? Par exemple, dans la causerie pédagogique, la chronique causerie pédagogique, on a vu que les élèves ne savent pas utiliser le support écrit, parce qu'évidemment, ils recherchent des informations. Il y a 3 étapes. Une étape recherche d'informations. Une étape, je fabrique le support qui va me servir lors de la prestation orale enregistrée pour la web radio avec les 3 autres. Et donc, on s'est aperçu qu'ils ne savaient pas, dans une grande majorité d'entre eux, utiliser le support écrit pour échanger de manière fluide, mais non improvisée, sur le thème qu'ils avaient choisi, quand bien même ils maîtrisaient le propos. C'était intéressant de voir que ce support, pour une partie non négligeable des élèves, était difficile à utiliser. Donc c'est tout le rapport oral-écrit qui revient dans nos centres d'intérêt. On a donc élaboré une grille causerie pédagogique interview avec des sous-livrables. Donc le livrable et le genre, c'est causerie pédagogique, et les sous-livrables, c'est un document d'abord, prise de notes, recherche d'infos. Ils sont allés sur Internet ou dans des ouvrages pour chercher des informations sur ce qu'ils voulaient dire sur l'air ou sur les monuments ou sur la thématique concernée. Ils ont organisé ça, évidemment, avec l'enseignante, mais ils ont eu ce premier travail à faire. Donc là, dans ces cas-là, il y a une prise de notes, comment on récupère l'information pour la garder quelque part. Puis, ils ont fait ce qu'on appelle un conducteur. Alors là, je suis très fière de dire un conducteur, c'est un mot que j'emploie depuis 6 mois à peu près, non, 1 an, un peu plus. Mais 1 an, le conducteur, c'est le mot employé par les professionnels de la radio pour désigner le support, aujourd'hui sans doute numérique, mais en tout cas textuel, qui montre, et c'est très intéressant, je ne pouvais pas vous en mettre là parce qu'il y a trop, on n'a pas le temps, mais c'est très intéressant de voir qu'en réalité, l'écrit spontané, l'oral spontané de la radio est tout sauf un oral spontané, qu'il est minuté parfois à la virgule près. Alors je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu différent, que selon certaines émissions, je pense qu'aujourd'hui, la spontanéité a beaucoup plus droit de citer qu'auparavant où elle ne l'avait pas. Ça dépend évidemment des types d'émissions, mais je pense que dans certaines émissions, on est très spontané, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais bon, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est certainement moins vrai aujourd'hui que ça ne l'a été. Mais là, dans les émissions qui ont été étudiées par les chercheurs sur la radio, c'est vraiment extraordinaire de voir que cet oral qui a l'air d'être spontané, il est tout sauf spontané et qu'il est entièrement calculé. Donc le support s'appelle le conducteur. Donc ce n'est pas parce qu'ils ont glané des informations et récupéré des infos
qu'ils ont leur conducteur. Après, il faut le mettre en forme et faire en sorte qu'il facilite la prestation orale, en plus à 4 élèves, ce qui n'était pas tout à fait simple. Et puis le troisième livrable, qui est une prestation orale. Donc, on a fabriqué des grilles. On en arrive donc à la partie 3 sur la science et la classe. On a fabriqué des grilles d'analyse. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ce n'est pas très grave. L'idée, c'est de vous montrer comment on a fonctionné. Donc là, on est sur la grille du livrable causerie pédagogique. Et vous allez voir que sur les 3 diapos, les 3 diapos, celle-ci et les 2 suivantes, on a le sous-genre prise de notes, recherche d'infos, quelles sont les propriétés qui me permettent de définir les qualités de la manière dont ils ont recherché leurs informations et transposé ces informations dans un écrit, dans un document, que ce soit numérique ou que ce soit papier, peu importe. Le deuxième, je vais rentrer dans le détail après, c'est le conducteur. On a défini des propriétés aussi du conducteur. Et le troisième, c'est les propriétés de la prestation orale. Alors, on a fait ça, je vais vous donner l'exemple par exemple sur prise de notes, recherche d'infos, on ne va pas tout détailler. J'ai concentré la diapositive parce que je voulais quand même mettre un certain nombre d'éléments et ce n'est pas très agréable que ça soit trop dense, donc j'ai complètement rétréci la prise de notes et recherche d'infos qui évidemment est beaucoup plus grande puisque c'est là que, dans le document utilisé réellement, les proportions des colonnes ne sont évidemment pas du tout les mêmes, mais là l'idée c'était que vous voyez le texte. Vous voyez qu'on a à gauche donc une colonne sous-genre 1, livrable 1, propriété. Les propriétés, elles sont toutes scientifiques. Par exemple, dans la recherche d'informations, en littératie médiatique, naviguer, explorer, gagner de l'information, ce n'est pas la même chose que naviguer, rechercher précisément quelque chose. Ce sont 2 compétences distinctes, donc on les a mentionnées. On a aussi ajouté des éléments qui ne sont plus de la littératie médiatique, mais plutôt de la radio, qui sont sur le caractère novateur de l'info, on fait découvrir quelque chose. L'idée, ce n'est pas d'ennuyer les élèves qui écoutent avec les choses que l'on dit sur l'air, c'est d'attirer, de focaliser leur intérêt sur cette affaire-là, aussi bien par le contenu que par la manière dont c'est dit. Lire, écouter, regarder, comment ces élèves ont compris les informations qu'ils sont allés chercher sur le net, qui peuvent être lues, mais aussi écoutées, parce qu'il y a du son, il y a de l'audio aussi là-dedans, par exemple. Et puis enfin, la dernière ligne, organiser, comment ces informations ont été archivées, classées dans des documents qu'ils ont partagés à eux 4 pour pouvoir organiser ensuite le conducteur. Donc élément plus, élément moins, c'est-à-dire élément positif de ce point de vue-là, élément moins. La grille, elle est opérationnelle pour être utilisée, j'ai envie de dire, dans un contexte relativement rapide. Et puis à droite, vous avez vu qu'on a mis les compétences programme parce que l'idée, c'était que les enseignants puissent mesurer que tous ces éléments scientifiques répondent à des exigences du programme scolaire institutionnel. Et là, j'ai mis cycle 2 et cycle 3 dans la première parce qu'on a travaillé sur des classes de cycle 2, c'est-à-dire des élèves de 6-8 ans, et de cycle 3, c'est-à-dire 8 ans à 11 ans, on va dire. Mais là, je vous ai mis que cycle 3 pour que vous voyez, parce que je ne voulais pas trop alourdir, mais évidemment, on adapte en fonction du contexte. Alors, je ne vais peut-être pas faire en détail la deuxième grille. Là, c'est le sous-genre conducteur. Donc, le conducteur, il y a à la fois la question du respect de la ligne éditoriale. Là, c'était une radio scolaire. Donc, l'idée, c'est bien que les gens apprennent quelque chose, découvrent des éléments sur des domaines qui sont nouveaux et que ça soit dit dans des formats qui respectent, je dirais, la ligne éditoriale scolaire, c'est-à-dire une certaine scientificité du propos et pas des choses approximatives où on va changer un mot pour un autre en disant, par exemple, il faut que me reviennent des exemples qui ont pu être donnés à certains moments. En fait, l'air, il se fatigue à faire ça, et donc, bon voilà, ça c'est quelque chose qui effectivement pose un problème, parce que si on raisonne comme ça, on risque d'avoir des difficultés à comprendre que ce n'est pas anthropomorphique, enfin, c'est pas, voilà. La maîtrise donc des notions visées, la question du parler frais, alors ça c'était très intéressant, la question du parler frais. Le parler frais, c'est un propos de Goffman qui dit que finalement c'est un oral qui n'est pas du tout spontané, et qui est complètement travaillé, mais qui a l'air d'être complètement spontané. C'est ça l'idée du parler frais. Et donc, on l'a mis dans notre grille. Ça, c'est notre grille équipe enseignante, c'est équipe chercheur. Et puis, pour la prestation orale, bon, je ne reviens pas sur les compétences de la prestation orale maintenant, on y reviendra après si vous voulez, mais je voudrais aller un petit peu plus loin sur qu'est-ce qui s'est passé avec ces grilles. Donc, on a établi des grilles, et puis, on s'en est servi pour analyser les observations qu'on avait faites, qu'on avait enregistrées et filmées, pour analyser et voir ce que savaient faire les élèves, ce qu'ils ne savaient pas faire, avec toutes ces catégories et les 3 sous-genres. Donc, on était très contents dans nos réunions recherche et à la maison, parce qu'on avait du travail à la maison, et puis on se réunissait régulièrement, on se réunit un peu plus d'1 fois par mois. On a utilisé ces grilles collectivement, conjointement, comme le voulait notre projet, de manière coopérative, à des fins d'analyse des séances observées. Et puis, on a voulu faire un deuxième jet d'enregistrement de chronique.
Et donc là, on a dit, bon, il faut que vous prépariez d'autres chroniques pour qu'on puisse... Et là, en classe, pour préparer les chroniques suivantes, les grilles ont été oubliées. Et là, on s'est dit, alors tout notre beau projet, mieux comprendre pour mieux agir, en fait, pas mieux agir. Construire sans résoudre des problèmes. On va les construire, c'est super, ils sauront les penser, mais ils n'en feront rien dans la classe. Ou alors, sans dilemme, le livrable l'emporte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Vraiment, on a revu toutes nos notes, tous les enregistrements des réunions de recherche. Il n'y a pas eu de doute. La recherche menée, les grilles ont été construites collectivement, ont été vraiment, chacun s'y est mis. Les séances ont été analysées par tout le monde. Donc, il y a quelque chose qui nous a interpellés. Alors, on s'est dit, dans l'équipe recherche, là, simplement les chercheurs de l'INSPE, on s'est dit on a un problème parce que finalement, on croit à quelque chose et puis le truc auquel on croit, ça résiste un peu, quoi. Alors, on s'est dit, on va faire utiliser les grilles par les élèves. Parce que les élèves, en fait, c'est eux qu'on vise. C'est qu'ils puissent analyser ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ne savent pas faire pour pouvoir améliorer ce qu'ils ne savent pas faire. Non pas pour dire ça, je ne sais pas le faire, mais pour dire comme je sais faire ça, je me concentre sur ça. À l'idée de savoir ce qu'on sait faire pour pouvoir améliorer ce que l'on ne sait pas faire, qui est une conception de l'élève aussi. Ce n'est pas le récipient vide, ce n'est pas une approche défectologique, voilà ce qu'ils ne savent pas faire, c'est voilà ce qu'ils savent faire, et du coup, on peut passer à l'étape suivante. Donc, on a décidé de faire utiliser ces grilles par les élèves dans la salle de simulation de l'INSPE. Alors, la salle de simulation, c'est une salle, c'est une double salle, avec une salle qui a une vue sur l'autre salle. Alors nous, c'est à travers de la vidéo, mais pour d'autres salles beaucoup mieux organisées, beaucoup plus élégantes et beaucoup plus chic que la nôtre, par exemple en santé, ils ont des très belles salles, et ça peut être avec des glaces sans teint, enfin il y a toutes sortes de systèmes. Donc il y a un groupe de personnes qui se tiennent dans une salle et qui observent ce qui se passe dans une autre salle, où il y a de la simulation de classe en fait, avec des groupes. Alors on avait mis dans la salle des élèves qui agissent, les élèves qui passaient leur chronique, qui enregistraient leur chronique, et nous, on les voyait et on les entendait, les observateurs les voyaient et les entendaient. Et donc, on a adapté nos grilles pour des élèves, c'est des élèves de CM2, donc la dernière année du primaire pour nous, des élèves de 9-10 ans, on va dire. On a adapté nos grilles sans en rabattre sur les dimensions scientifiques. Simplement, on a travaillé avec eux en classe avant d'aller dans la salle de simulation. On a travaillé avec eux le sens de la grille, vu qu'ils avaient produit déjà des chroniques, ils savaient quand même de quoi on parlait. On a produit et on a dit, ben voilà, ça se passe comme ça. Et donc, je vous montre la manière dont on a transformé les grilles élèves. Alors là, on a le sous-genre prise de notes plus conducteur que j'ai concentré sur les éléments. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a réduites en termes de volume, parce que l'idée, c'était quand même qu'ils prennent des notes à la volée dans les éléments plus et les éléments moins, qu'ils prennent des notes à la volée pendant qu'ils voyaient leurs camarades faire. Évidemment, ça s'entraîne. Au début, oh là là, j'ai pu écrire que 3 choses. Chaque élève avait une grille papier. Chaque élève en avait une. Et après, on a fait une compilation de tout ce qu'ils avaient dit par groupe. Donc chaque groupe, après, a eu sa grille compilée avec les éléments positifs, négatifs. L'obligation étant évidemment de mettre des éléments positifs à chaque fois qu'on met des éléments négatifs. C'est aussi une stratégie qu'on a adoptée. C'est pas d'éléments négatifs si on n'a pas d'éléments positifs. Et vice-versa. L'intérêt, c'est de travailler des deux côtés, parce qu'on n'est pas dans des éléments de jugement de valeur, où c'est plutôt que positif, où c'est vraiment qu'est-ce qui est intéressant à travailler. Alors ça peut se discuter, mais bon, on a fait comme ça. On a rajouté la colonne « ne peut répondre ». Parfois, ils ne pouvaient pas, donc il fallait qu'on puisse accepter ça. Et on a distingué la recherche d'informations et la rédaction du texte support. Donc là, c'est pas dans la salle de... Excusez-moi, ce sous-livrable, ce n'est pas dans la salle de simulation parce que c'est en regardant les productions écrites. C'est sur la prestation orale qui est celle-ci. Voilà. Que là, effectivement, ils étaient en position de cocher les cases en regardant leurs camarades, excusez-moi, je suis allée un peu vite, dans la salle de simulation. Donc, on a ajouté pour les grilles des formulations aussi différentes. Par exemple, sur le parler frais, qui pour nous était très clair parce qu'on a vu les conducteurs de la radio, on a vu combien ils étaient travaillés, combien en réalité c'était une prestation orale qui en réalité était beaucoup plus préparée qu'elle n'en avait l'air. On a expliqué ça aux élèves et il y en a un qui a dit « Ouais, je vois, par les frais, elle fait genre que c'est de l'oral, mais en fait c'est préparé ». Donc, dans la colonne, on a rajouté « elle fait genre que c'est de l'oral ». L'idée, c'était de rattacher à quelque chose qui s'était dit dans des termes élèves, qui permettait de bien se rappeler de quoi il retournait, parce que c'était quand même un savoir assez frais à utiliser assez rapidement par rapport à l'acquisition. Donc, on a fait ça. Et évidemment, vous allez me dire, bon, tout ça c'est super, mais et les compétences des élèves? Parce que finalement, livrable, genre,
pour développer des compétences. Alors comment on fait pour savoir si effectivement tout ce beau travail permet de développer des compétences? Alors on a mené des entretiens individuels avec toute l'équipe, parce que je vous rappelle que l'idée c'est que tout soit co-construit, puisque c'est aussi une formation à la recherche. Moi je dis A, on peut dire par, on peut dire les deux, ça m'est égal, pour moi c'est pareil. C'est dans la mesure où on a choisi une recherche fondamentale pour comprendre, on les forme à l'analyse de situation. Donc on peut appeler ça à la recherche, par la recherche, enfin, moi ça m'est un peu égal, mais je pense que c'est les deux dimensions. Donc on a conduit les entretiens individuels avec tous les élèves de la classe, pas seulement quelques-uns, puisqu'on était nombreuses, on pouvait tout à fait le faire, conduit donc par l'ensemble de l'équipe. Alors ça c'est amusant aussi, parce que c'est très intéressant ce moment, c'est très émouvant, parce que poser des questions, c'est la partie qui est après, la dimension formative, poser des questions à des élèves, interroger des élèves à partir de guides d'entretien, je vais vous montrer un exemple de guide après, à partir de guides d'entretien qu'on avait préparés ensemble aussi, pour savoir ce qu'on voulait savoir. En fait, le but, c'est bien toujours de voir s'ils ont compris ces différents éléments de livrables et de genre. C'est pas du tout pareil que de poser des questions à un élève en classe pour l'aider à avancer. C'est une posture radicalement différente. Et ça, il nous semble que c'est un des éléments les plus formateurs pour les enseignants qui disent le fait de faire passer des entretiens à des élèves et de le faire plusieurs fois, c'est quelque chose qui effectivement nous fait bouger dans la mesure où on n'est plus du tout sur la même posture. Alors au début, on voit parfois que l'enseignant essaye d'aider l'élève, de le guider vers la bonne réponse et qui se reprend après. Enfin, peu importe, je veux dire que c'est assez intéressant ces moments de bascule. Bon. Donc, à partir de l'élaboration de guides d'entretien, et donc ce n'est pas la même chose de poser des questions à un élève pour l'aider et pour comprendre ce qu'il comprend. Donc, on a élaboré des guides d'entretien avec les élèves pour pouvoir mener ces entretiens. Et évidemment, enfin, on a élaboré un cadre d'analyse des productions d'élèves, des productions langagières en entretien, des entretiens, quoi, pour analyser et pour voir effectivement ce qu'ils avaient fait. On en est là. Pour le moment, ça fait 3 ans qu'on est là-dessus. On trouve que finalement, grâce à vous, j'ai pu essayer de faire l'inventaire de tout ce qu'on avait produit. On avait commencé à le faire ensemble, mais on n'avait pas fini. Et moi, j'ai dû accélérer un peu pour aujourd'hui. On a trouvé qu'on avait quand même produit un certain nombre de choses. Alors après, on verra ce que ça donne. Mais... Donc, je vous donne à voir le guide d'entretien élève. Alors, c'est sur le sous-genre conducteur pour la lecture voix haute. À quoi sert le conducteur, c'est-à-dire le texte à noter? À chaque fois, on a spécifié les visées de la question posée à l'élève. Là, c'est vérifier la compréhension du rôle du conducteur et notamment de son rôle pour favoriser l'adressage. Parce qu'on s'est aperçu dans nos observations de séance, on a aussi eu des apports scientifiques en termes de savoir, j'ai envie de dire, c'est que les élèves, même les très bons lecteurs sur la lecture voix haute, ils n'adressent pas leur lecture. Donc ça se passe entre eux et le texte, plus ou moins bien, mais pour l'extérieur, et on s'en est aperçu parce que lors d'une journée d'études, on a montré à des élèves en train de lire, on avait flouté évidemment les visages, on a été très RGPD respectueux, mais on a montré ça. Et les enseignants nous ont dit, c'était une journée d'études avec un groupe d'enseignants qui s'étaient inscrits à cela, et donc il y avait l'équipe de recherche qui présentait nos travaux, enfin nous présentions nos travaux à ce groupe d'enseignants, et on leur a montré différentes lectures voix haute, et ils ont tous dit « Ah non, celui-là, il n'est pas du tout pareil que les autres, il est beaucoup mieux ». Et du coup, on a dit d'accord, de quoi ça parle? Et en fait, ils n'étaient pas capables de le dire. Parce qu'il avait lu tellement vite un texte un peu ésotérique que c'était incompréhensible. Et on voyait très bien que cet élève, manifestement, savait de quoi il parlait, mais ce n'était pas transmis à l'auditeur. Donc, du coup, on s'est intéressé à la question de l'adressage. Et notamment, l'idée, c'était de voir si les élèves avaient compris que le conducteur, c'est-à-dire le document préparatoire qui leur permet de soutenir leur prestation orale, elle a pour but de favoriser l'adressage. Et donc, l'idée, c'était de se focaliser ensuite sur l'adressage. Comment vous êtes-vous répartis les rôles? En fonction de quoi? Donne-moi des exemples. Parce que dans une lecture suivie, souvent, la répartition qu'ils ont faite eux-mêmes, c'est chacun la même quantité. Ou alors un peu moins pour toi parce que tu lis moins bien. Mais ce n'est pas les unités de sens du texte. Par exemple, donc on s'est dit, on voit très bien sur quoi on va travailler maintenant pour pouvoir les aider à faire mieux que ça. Bon, même chose pour le travail documentaire. Dans le travail documentaire, comment ont été organisées et hiérarchisées les questions? Là, c'est plus pour la lecture voix haute de textes littéraires. Comment elles ont été organisées? L'idée, c'était aussi de comprendre qu'il y a un ordre des questions qui sont posées ou des informations qui sont données, parce que s'il n'y a pas d'ordre, c'est des éléments juxtaposés et pas quelque chose qui converge vers un but. Donc là aussi, on a vu un certain nombre de choses comme ça. Alors, voilà encore une grille d'entretien sur qu'est-ce que bien lire pour toi. L'idée, c'est de voir jusqu'où ils vont et si certains vont à l'adressage. La différence, par exemple, entre lecture voix haute en classe et lecture voix haute à la radio, très intéressant. Il y a des élèves qui ont compris parfaitement les différents niveaux de public, parce qu'en plus, quand ils enregistrent leur chronique, ils ont le petit groupe qui enregistre,
ils ont un deuxième niveau de public qui est le public qui est dans la salle, puis ils ont un troisième niveau de public, le public invisible qui est derrière les micros. Eh bien, il y a des élèves qui ont parfaitement compris tout ça et qui sont capables de le dire. Et d'autres qui pensent que c'est simplement on est entre nous et qui oublient complètement de la représentation qu'ils peuvent avoir de la fonction de la radio. Donc on voit très bien sur quoi on peut les amener pour effectivement avancer. Voilà, et ça c'est un exemple des items d'analyse, du cadre d'analyse pour les entretiens élèves. Donc en fait on a produit beaucoup de grilles dans cette recherche collaborative. On n'a produit que ça, mais on a produit beaucoup de grilles de toutes sortes qui vont nous aider, je pense, à avancer. Alors, je vais terminer par des perspectives, et puis je vais signaler, avant de vous dire ces éléments de perspective qui sont plus globaux, je vais dire que pour notre recherche, là où on en arrive maintenant, on a fini ça, on a fini ce premier travail, ça fait 3 ans, et donc on peut repartir pour 3 ans. Je ne vous ai pas expliqué pourquoi dans la première diapo, il y avait 12 000 logos. Ce n'est pas parce que je suis une personne très importante, rattachée à toutes ces institutions, ce n'est vraiment pas le cas du tout. C'est parce que c'est une recherche qui est financée par un programme qui est un consortium avec 4 universités, donc 4 INSPE, enfin l'équivalent de HEP, avec Canopé, avec différentes institutions, qui est financée par la Caisse des dépôts sur 10 ans, avec plusieurs millions d'euros répartis par tout le monde, parce qu'on finance les enseignants qui travaillent avec nous, évidemment, leur temps de travail est reconnu. C'est une condition pour nous évidente qu'on ne fait pas ça le dimanche, ça c'est sûr. On donne de son temps, bien sûr, quand on travaille, on donne toujours de son temps, mais il y a aussi une reconnaissance de l'institution qui est prise en compte et qui, évidemment, est déterminante dans ce genre de projet. Donc l'idée, c'est que ces personnes deviennent des personnes ressources après pour former à ce à quoi nous avons travaillé toutes ensemble et qu'elles puissent elles-mêmes contribuer à développer ça. Donc ce que je voulais dire, c'était que c'est pour ça qu'il y avait tous ces logos, c'est que je suis tenue, quand je présente une recherche qui est financée, de présenter tous les logos. Alors les visites de ce programme, non pardon, j'avais autre chose que je voulais vous dire, j'étais perdue par les logos, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans les 3 ans qui viennent, parce qu'évidemment on n'arrête pas. Eh bien on va s'intéresser d'un peu plus près au mieux agir. C'est-à-dire que maintenant qu'on a vraiment bien balayé, on trouve le mieux comprendre, même si ce mieux comprendre permet des tas de manières de mieux agir, l'idée c'est quand même toujours collectivement de produire ensemble des chroniques, cette fois c'est toute l'équipe qui va les produire, avec nos grilles, pour voir quels sont les éléments qui font défaut aux élèves ou à certains d'entre eux, il peut même y avoir du travail différencié si besoin, enfin pourquoi pas, de manière à ce qu'on puisse voir si effectivement, quand on produit des séquences qui sont des chroniques en l'occurrence, qui sont plus adaptées à ce qu'on sait scientifiquement, on arrive à mieux faire progresser les élèves. Donc les 3 ans qui viennent vont être consacrés à ça. Alors, une petite conclusion maintenant en termes de perspective. Donc, ce qui devient intéressant pour nous, c'est que finalement, ce programme nous permet de penser aussi bien la recherche collaborative que ce qui se passe dans la classe en termes d'environnement capacitant. Donc, les environnements capacitants, c'est un concept qui vient d'un prix Nobel d'économie indien, Amartya Sen, qui a travaillé sur les environnements capacitants et qui montre que finalement, ce qui est intéressant, c'est pas ce que savent faire les gens, c'est dans quelle mesure les environnements permettent pour eux de développer des compétences. Ce n'est pas les compétences qu'ils développent, c'est dans quelle mesure les environnements sont capacitants ou incapacitants et sont inégalement capacitants. Donc pour nous, c'est assez intéressant parce que ça nous permet de penser à la fois notre recherche collaborative, dans quelle mesure elle est ou pas capacitante, pour qui, à quelles conditions elle peut l'être ou pas, et puis pareil pour la classe. Donc évidemment, ça soulève une question. Pour nous, on gagnerait un temps considérable si en formation initiale, alors celles et ceux qui étaient là ce matin savent de quoi je vais parler, c'est le mémoire de master, s'ils étaient formés à la recherche fondamentale dans leur formation initiale, on gagnerait beaucoup de temps pour pouvoir faire ces recherches collaboratives et on aurait un travail qui serait sans doute au démarrage beaucoup moins long. Après, c'est du temps quand même, mais je pense que si les enseignants étaient formés de manière, je dirais, générale à la recherche et que la recherche qui est financée par les États et qui donc devrait être un bien commun partagé par tous et donc par les professionnels qui en ont besoin, ça permettrait d'inventer toutes sortes de recherches partenariales, qu'elles soient collaboratives, coopératives, recherche-action, intervention, etc., qui seraient, à mon avis, plus porteuses que lorsque l'on arrive comme ça, sans jamais avoir été formé scientifiquement. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la tension entre ces deux fonctions de la recherche, qui sont souvent clivées, nous, elle nous paraît structurante. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'augmenter la compréhension des situations éducatives. Comme c'est le point aveugle de la formation des enseignants, c'est là-dessus qu'on s'est focalisé pendant très longtemps, pendant
3 ans financés par le programme, on avait commencé au moins 1 an avant, donc 4 ans au moins, sur cette question de recherche fondamentale. Mais l'idée, c'est bien qu'effectivement, on pense que ça contribue à l'amélioration des pratiques pédagogiques, parce que ça permet aussi d'améliorer la compréhension des élèves de ce qui attend du d'eux. Et ça nous paraît vraiment extrêmement important. Et finalement, c'est notre petite fierté, ça de dire, mais la recherche, ça se fait aussi dans la classe. Et ça nous paraît important à développer. Inversement, se préoccuper d'amélioration des pratiques, évidemment, aussi pour des enseignants-chercheurs, ça permet d'augmenter l'intelligibilité de ces pratiques. On n'aurait jamais travaillé sur les chroniques si elles ne nous avaient pas lancé leur dispositif de web radio, qui est un dispositif extraordinaire de ce point de vue-là. Enfin, toutes les compétences langagières y sont. Donc, je termine presque par projet de société, donc qui promeut, on espère, le développement conjoint des enseignants-chercheurs et des élèves, les savoirs étant considérés dans leur approche utilitariste, pour comprendre des situations ou pour comprendre des attendus, et pas seulement des savoirs à restituer. Ce qui est notre problème à Pearl, c'est PISA. Nous, on n'est pas bon du tout sur ces questions, parce que nos élèves savent restituer des savoirs, mais pas beaucoup s'en servir. Et enfin, oui, programme de recherche qui s'intéresse aux environnements capacitants, je l'ai dit tout à l'heure, avant de s'intéresser aux compétences, ce qui est bien, parce que finalement, on ne regarde pas assez les environnements, on regarde tout de suite. En fait, le problème de la formation des enseignants, et je finirai là-dessus, c'est que on évalue la qualité de la formation des enseignants à la réussite des élèves. Comme si finalement les enseignants étaient des personnes invisibles, qui n'existaient qu'à travers ce que font les élèves, et pas en termes de développement professionnel. Donc nous, on milite un peu aussi pour que les enseignants soient reconnus comme méritants un développement professionnel dans lequel ils puissent sans doute être plus efficaces, la dimension ailleurs et plus tard, allotélique, mais aussi ici et maintenant se sentir mieux et avoir des éléments de compréhension qui sont produits depuis... on va dire depuis 50 ans, la recherche en éducation produit des savoirs qui sont utiles et des méthodes d'analyse utiles pour les enseignants, et que les enseignants ne s'en servent pas parce qu'ils ne sont pas formés à ça. Voilà, je m'arrête là. Je ne sais pas combien de... Ouais, voilà. J'ai essayé de faire un peu plus vite que prévu pour... Très bien, merci. Merci beaucoup. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, sur la fiche, il y avait une erreur d'heure, donc c'était prévu jusqu'à 7h30, pas jusqu'à 7h, donc j'aurais dû l'annoncer tout de suite. Il y a un espace pour les questions, on va rester, pour ceux qui veulent bien poser des questions, on en reste là, en tout cas jusqu'à 7h30. Donc la parole est à vous, on n'a pas forcément prévu de micro, mais... Est-ce que je voulais dire la parole? Je peux le trouver. Mais sinon, on répétera la question pour qu'elle soit éventuellement enregistrée, mais on va entendre, là, on n'est pas si nombreux que ça. Il doit être là, en principe. Sauf que moi, je n'ai pas la Moi, j'ai clé. pas la possibilité non. Ah non, il est Mais là. on va s'entendre, sinon, je pense. C'est toujours bien. D'accord. Oui, je veux bien faire ça. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques, des objections, Oui, voilà, tout est oui. permis. Des réactions aussi. Vous avez tous prévu de partir à 7h. Bon, bah, on va boire un coup, alors. Déjà, je vous remercie parce que vous avez prêché un convaincu, notamment au début de votre présentation, sur la distinction entre. Alors, justement, je ne connaissais pas les mots, je n'avais pas les notions documentées telles que je les avais. Je pense que ça va être très utile parce que je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il faut qu'on arrive à dire à nos étudiants que la recherche, c'est pas que des recettes un peu magiques à suivre et que c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on les aide à comprendre. Et je trouve que les notions que vous avez présentées que je ne connaissais pas. Pour tout vous dire, j'ai noté dans mes notes que je pense que je vais en parler dès le cours du semestre prochain. Pour essayer d'avoir comprendre ça, donc vraiment, je vous remercie. Par contre, justement, vous avez commencé votre propos par quelque chose de très générique, de très haut. Et puis la recherche que vous avez présentée ensuite me paraît très très ciblée, notamment sur les contenus dont il est question. Donc à la fois les contenus de recherche sur lesquels vous formez les enseignants, en tout cas sur lesquels vous les accompagnez dans l'acquisition de certains contenus scientifiques, puis de même pour les élèves. Et du coup, il y a cette espèce de transition dans la présentation sur le passage à l'échelle, c'est-à-dire que justement, une classe et puis le travail d'un enseignant, c'est pas que sur une notion particulière, sur quelque chose de particulier, il gère toutes les dimensions, je pense à Dominique Buchon et à son multi-agenda et à toutes ces choses-là. Et qu'en fait, ces enseignants-là, est-ce qu'ils vont pas finir par avoir un
prisme, certes très très nourri par la recherche, mais sur quelque chose de finalement très précis qui ne concerne qu'une seule dimension de leur pratique. Et puis finalement avoir une formation, ils vont avoir un angle très très ciblé là-dessus et ils n'auront jamais le temps, ni peut-être pas la motivation, ni de s'intéresser à d'autres dimensions de la recherche avec cette même granularité. Donc il y a déjà à l'échelle pour eux, et puis à l'échelle pour les enseignants concernés, justement vous avez signifié qu'il y avait cette question de financement. Oui. Aussi j'imagine qu'avec ces financements on ne peut pas faire ça pour tous les enseignants. Donc comment vous voyez un potentiel passage à l'échelle, c'est-à-dire faire en sorte que la formation de ce type-là puisse concerner plus de contenu pour les enseignants, et puis plus d'enseignants. Alors, et plus d'aide. Sur la question de plus d'enseignants, la deuxième question, sur la question de plus d'enseignants, l'idée justement, parce qu'évidemment nos financeurs regardent ce qu'on fait et ce que ça va donner, et si c'est pour former 4 personnes, ça ne va pas le faire, c'est justement l'idée, c'est de former des personnes. Alors pour l'instant, on les appelle référentes, parce que comme en France, on a des enseignants formateurs certifiés avec la certification employeur CAFIPEMF qui correspond à voilà, chez vous, Prafo, voilà, chez vous. Si on commence à dire que ce sont des formateurs ou des formatrices, on va avoir des difficultés. Et puis l'idée n'est pas cela. L'idée, c'est que ce soit des référents dans le domaine dans lequel ils se sont formés. Déjà. Donc que ce soit eux qui puissent transmettre après tout ce travail-là et qui puissent, indépendamment des chercheurs, moi je partirai à la retraite certainement avant un certain nombre d'enseignantes qui étaient dans l'équipe. L'idée, c'est que ça se poursuive. C'est pour ça qu'on produit des publications écrites, que ce soit dans des journaux scientifiques ou dans des journaux professionnels. On fait des journées d'études. On va jusqu'au bout, si vous voulez, de la réflexion sur la circulation. Nous, on parle de circulation des savoirs plutôt que de diffusion. L'idée, ce n'est pas ex cathedra, c'est de faire circuler ces éléments à travers ces personnes qui deviennent des personnes ressources pour ce qu'on appelle chez nous le AFC, l'École académique de formation continue, qui se rend bien compte qu'elle a besoin de plus en plus de former scientifiquement les enseignants. On a eu vraiment des rapports catastrophistes sur la formation continue des enseignants en France. Et donc, l'idée, c'est aussi que ces personnes soient référentes sur ces questions-là. Donc, il y a une forme de démultiplication, parce qu'évidemment, on ne peut faire ça qu'avec un noyau, j'ai envie de dire peut-être 10 personnes maximum, mais sur 3 ans, il faut tenir la route. Alors ça se renouvelle un peu, il y a des personnes qui arrivent, il y a une personne qui est partie à la retraite, il y en a 2 autres qui sont arrivées, donc on voit bien qu'il se passe des choses, mais on ne peut pas travailler comme ça avec 50 personnes en même temps, ça c'est une certitude. Donc déjà, il y a cette dimension-là. La deuxième dimension, c'est que dans les programmes, dans la fiche du référentiel de compétences des enseignants, vous savez qu'on parle beaucoup du rôle des praticiens dans la formation initiale. Dans les masters, on a des praticiens qui viennent intervenir dans nos universités. 33% sous la réforme Blanquer. Là, le président de la République qui s'en occupe chez nous va jusqu'à 50%. Donc, contribuer à la formation des enseignants, ça fait partie du métier d'enseignant. Donc, ça veut dire que nous, on travaille aussi dans ce sens-là, dans ce cas-là. C'est que finalement, tout enseignant peut être amené à participer, non pas à être formateur, mais à participer à la formation des enseignants sur des objets qu'il a lui-même particulièrement développés. Alors après, la question que vous posez, la première, c'est celle de la transférabilité, finalement. Est-ce que c'est transférable ? Je ne sais pas si c'est transférable. J'espère que c'est transférable. Ce que je vois dans ce qui se produit là, à cette petite échelle, c'est que ce n'est pas l'équipe des chercheurs qui a amené toutes les références scientifiques qui sont à l'issue des grilles. Vous voyez, pour chaque grille, on a toutes nos références scientifiques. Ce n'est pas les enseignants-chercheurs qui les ont toutes amenées. Et que l'idée, c'est qu'on familiarise les enseignants, enfin, on contribue à leur familiarisation, parce qu'on ne familiarise personne. Ce sont eux qui se familiarisent s'ils le souhaitent et s'ils s'engagent là-dedans. Que les enseignants soient familiarisés avec les productions de la recherche et puissent s'en servir de manière autonome et autonome, indépendante, enfin émancipée, quoi. Donc, que ça puisse être sur un objet et pas sur un autre, pour le moment, ce n'est pas notre préoccupation. Mais je pense que si, globalement, moi, je pense maintenant qu'il faut arrêter de vouloir faire une réforme ou proposer un nouveau dispositif, et puis hop, on mesure ce que ça fait tout de suite. Non. Là, on est en train de commencer à mesurer les éléments transformateurs sur la durée, mais on a 10 ans pour ça, enfin plus que 7 ans maintenant, mais on a quand même un certain temps. L'idée, c'est d'arrêter de penser qu'on transforme en profondeur des choses en 10 minutes.
Et qu'au contraire, on a besoin... Je pense que si les enseignants sont globalement formés de manière initiale à la recherche et ensuite en recherche collaborative, ont des modalités de formation continue qui sont en lien avec ces éléments, et que ça peut être aussi des formations beaucoup plus de type ingénierie pédagogique ou lesson study ou toutes sortes de dispositifs. L'idée, c'est ça, c'est que la recherche circule et que s'en empare qui veut sur les objets qu'il veut. L'idée, ce n'est pas de faire des enseignants des spécialistes de toutes les disciplines. C'est un peu une erreur française aussi, ça. Et je pense que les didacticiens et didacticiennes doivent réfléchir aujourd'hui à c'est quoi les priorités dans chaque discipline pour un professeur des écoles. Ce n'est pas des spécialistes de chacune des disciplines. Néanmoins, ils doivent être quand même des spécialistes de l'enseignement de ces disciplines. Donc comment on fait? Comment est-ce qu'on priorise les objets? Donc nous, on avait essayé de trouver justement des éléments qui permettent de travailler dans les différentes disciplines. C'est-à-dire que la web radio, c'est un dispositif, mais ce n'est pas un objet d'enseignement, c'est un dispositif. L'objet d'enseignement, ça peut être la séance de sciences avec la causerie pédagogique autour des propriétés de l'air. Ça peut être, vous voyez ça, on touche quand même avec ça. Alors ça, c'est, je dirais, la joie des séances du langage. C'est-à-dire que le langage, ce n'est pas du français. Le langage, ça va au-delà de la discipline français et ça convoque les compétences langagières des élèves dans toutes les disciplines. Et donc, de ce point de vue-là, on peut attraper un certain nombre de choses. Mais là, j'ai envie de dire que c'est ce que je dis maintenant en répondant à votre question. Mais ce qui a été choisi autour de ce dispositif, c'est parce que c'était ça qui était la préoccupation commune. Le dispositif qu'elle voulait étudier, c'était celui-là. Et qu'elle voulait voir se développer, c'était celui-là. Donc, on a essayé de l'étudier dans les dimensions qu'on voulait. Et vous remarquez qu'on a travaillé sur des différentes compétences langagières et pas seulement sur l'une ou l'autre. Hein. On a essayé de les travailler ensemble. Parce qu'en réalité, elles sont toujours convoquées ensemble. Là, si je vous demande, est-ce qu'on est plutôt dans une situation d'oral, d'écrit, de lecture ou de recherche d'infos? Vous diriez quoi? Là, nous, vous et moi, on est dans les quatre, c'est-à-dire qu'éventuellement, même certains d'entre vous sont peut-être allés chercher un mot ou quelque chose sur Internet, donc recherche d'infos. Et par ailleurs, on est dans de l'écrit, de la lecture, de l'écoute. Enfin, on est dans du plurisémiotisé ou du plurimodal, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais il me semble que c'est ça aujourd'hui les situations scolaires. Et je pense que c'est intéressant de les travailler ensemble et pas de séparer l'oral et l'écrit comme on l'a beaucoup fait. Et je pense que ce serait intéressant de le faire aussi autrement. Oui, et si je vais pas prendre trop de temps, mais merci beaucoup de la présentation. Donc c'est sûr que moi ça m'a intéressé d'emblée parce que je m'intéresse à ces objets-là. D'ailleurs, nous on a mené une recherche design qui avait pour but de créer des séquences orales. On a fait ça pendant 5 ans. Et là dernièrement avec ma collègue Sonia Fleury, on s'intéresse justement à cette question de broker. On touche à la question de la circulation des savoirs. Ce serait intéressant que vous reveniez, qu'on ait plus de temps d'échanger avec vous, parce que, et même du point de vue institutionnel, je ne sais pas si ça intéresse l'institution, mais par exemple pour les nouveaux moyens d'enseignement qui arrivent, qui sont en Suisse romande obligatoires, recommandés, donc qui sont les mêmes moyens pour tous les enseignants. En mathématiques, en didactique des mathématiques, ce sont des formateurs HEP qui forment les enseignants, qui accompagnent les enseignants. Et nous, on a fait le pari dans cette idée impliquer davantage les enseignants, faire des enseignants experts. On a mis en place un système de relais avec F3 à la HEP, F2 des gens qu'on forme, qui vont former les F1 parce qu'ils sont énormément, il y a peut-être 1500 enseignants à former environ par-ci. Et on se retrouve, alors là on a plein, il y a plein de choses, il y a énormément de choses qui arrivent, parce qu'il y a plein de préoccupations justement qui viennent. Et puis c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément d'obstacles quand on veut faire ça. Ah bah oui. Et souvent les enseignants, ils vont comparer d'ailleurs la formation qu'ils reçoivent en maths et en français. On leur dit, écoutez, normalement, parce que là on est sur du long terme, les moyens ils viennent d'arriver et on en a encore pour 8 ans avec ce dispositif-là. Mais il y a plein de choses, il y aura plein de choses, même pour l'institution, même il y aura un projet à mener pour comparer justement les deux dispositifs. Parce que nous on a mis en place ce dispositif de relais. Mais ça nous engage aussi du point de vue de la DGO aussi, parce que c'est la DGO qui paye les formateurs chez nous, mais en maths, c'est la HEP qui paye les formateurs. Du coup, il y a un pouvoir, si on peut dire, qui paye, bien sûr. C'est-à-dire qui doit rendre des comptes le formateur. Donc, parce que ça pose plein de questions. Donc, si jamais, Catherine, je vous invite à... Alors, avec grand plaisir, je serais ravie. On a plein de choses à discuter avec vous.
Sur les brookers, je voudrais juste faire une remarque sur les brookers. Moi, j'ai une réserve par rapport à ça, alors pas forcément sur la notion de broker ou les passeurs de l'UCRIA, c'est un peu la même idée. C'est que je pense qu'une erreur qui a été faite en France dans les IUFM, les instituts universitaires de formation des maîtres, de 90 à 2013, c'était une longue période, c'est qu'en fait, ces passeurs n'étaient pas des chercheurs. C'est-à-dire qu'on a mis entre la recherche et l'enseignement des enseignants du secondaire pour former des enseignants du primaire qui étaient très bons sur les questions disciplinaires, mais pas sur les questions scientifiques. C'est normal, c'était pas leur... Et je pense qu'une erreur a été de ne pas confronter directement les enseignants à la recherche. Et dans ce qu'on fait là, vous pourrez me dire, oui, mais les enseignantes qui contribuent à votre projet, elles pourraient devenir des brookers, des brookeuses ou des passeuses, peut-être, mais ce sont des passeuses qui vont passer qui ont été formées scientifiquement, confrontées directement, et qui vont passer du scientifique aussi. L'idée, c'est celle-là. Ce n'est pas l'idée de dire, on va vous fabriquer des solutions à partir de ce que nous, on a compris scientifiquement. L'idée, c'est de diffuser du scientifique. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça, le bien commun et la circulation des savoirs. Hein. Donc voilà, sur l'idée de broker, je pense que nous n'oublions pas la recherche fondamentale. Je veux dire, voilà, peut-être que c'est ça le... Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais peut-être alors une remarque à faire, Catherine. Tu parlais donc en introduction de la différence qu'on peut faire entre recherche pour agir et recherche pour comprendre. Et à t'écouter avant le développement donc, de cette recherche que tu nous as présentée, il me semble que si on met en premier la recherche pour agir, on va arriver donc, dans des formes de recherche finalisées, etc. On va arriver à produire des ressources qui sont appelées souvent ressources pédagogiques. Et ces ressources pédagogiques ne permettent pas toujours de remonter d'une certaine manière à la compréhension des phénomènes. Alors que dans ce que tu nous montres, la recherche pour comprendre va permettre de construire des ressources que vous avez appelées scientifiques, mais un peu comme des sortes d'interfaces, d'objets intermédiaires, d'objets frontières, qui, eux, vont permettre aux équipes dans leur ensemble, à tous les acteurs, enseignants, chercheurs, élèves de remonter, cette fois-ci, moi j'appelle remonter le terme peut-être mal choisi, à une meilleure compréhension et intelligibilité. C'est ce que ça m'a donné à comprendre en entendant ce que tu disais. Donc, mais je pense que c'est une ressource. D'ailleurs, c'est la question qu'on se pose dans le programme PIA3, sur notre bilan à 3 ans de ce qu'on a fait avec tous ces projets de recherche collaborative et les autres actions. C'est finalement la question des ressources produites allant jusqu'aux personnes ressources, ça va jusque-là aussi. Les ressources produites, et nous, la spécificité de notre projet, c'est qu'on a produit des ressources d'analyse qui peuvent être considérées comme des ressources pédagogiques, parce que c'est aussi bien pour la classe que pour l'enseignant, le formateur ou le chercheur. Mais l'idée, c'était, alors pour le coup, je ne sais pas si on gomme les asymétries, mais avec des asymétries variables, on arrive à produire des outils qui sont collectifs et qui sont utiles pour les différentes parties. Et c'était un peu ça la visée. Mais c'est effectivement que on ne balance pas des outils tout ficelés. Enfin, de toute façon, moi j'ai un vrai problème avec ça, sur le fait qu'on se pose la question de la transférabilité, on dit souvent diffusion dans ce cas, hein, c'est quelque chose de très vertical, des résultats de la recherche sur le terrain. Moi, ce qui m'intéressait, c'était, mais si on se posait la question autrement, là on n'a plus la question de diffusion. Si les gens se forment à comprendre, il n'y a plus cette question-là, elle tombe. Et ça me paraît important de penser les choses dans ces termes-là aussi. Mais bon, c'est toute une culture, c'est tout un changement de culture des institutions et c'est pas gagné. Hein. D'autres remarques, réflexions? Émile? Si je t'ai bien suivi, parce que c'était rapide. Oui, Si je t'ai bien suivi, je suis un peu intranquille. Finalement, il a fallu passer par les élèves pour que les enseignantes comprennent quelque chose. Non, pas du tout, pour que les enseignantes utilisent les grilles pour fabriquer les nouvelles chroniques. Pour comprendre, elles les ont utilisées, pour comprendre les séances qu'on a observées et analysées. Ça marchait très bien. C'est pour ça qu'on a été vraiment extrêmement surpris de voir que pour les nouvelles séances, on dit, alors moi je vais travailler là-dessus, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Et on s'est dit, mais les grilles, alors on a dit, il y a les grilles aussi peut-être qui peuvent... Et en fait, pas du tout. Mais c'était quasiment un non-sujet.
Donc pour nous, ça a été une douche froide. Enfin, on s'est dit, on s'est planté, quoi. Il y a quelque chose qui... Alors, soit on se plante dans le projet, soit on se plante dans la manière de le mettre en œuvre, ce qui était une possibilité aussi. Donc on s'est dit, on va essayer de rattraper le coup, et donc on va les mettre entre les pattes des élèves. Et effectivement, ça a tout à fait modifié les choses. Alors, si je te comprends bien, ce que ça a modifié, c'est que ça a permis de retravailler sur les entretiens avec les élèves. Ça, alors après, on a travaillé avec les entretiens, on a permis ça, mais ça a permis aussi que les enseignantes comprennent le rôle des grilles dans la classe. Et donc, pour faire la classe. C'est-à-dire que si on prépare les chroniques avec les élèves, ce qu'on remarque aussi, c'est que globalement, les enseignants, alors je ne sais pas pourquoi, parce que c'est quand même très récurrent, en Belgique aussi, les enseignants sont peu, j'ai envie de dire, guidants. On parlait de guider pour le master et de finalement d'être très cadrant. Là, c'est quand même, on les laisse faire, on les laisse choisir. Il y a beaucoup cette idée, on les laisse choisir. Moi, il y a un moment où je me dis, c'est quand même dommage de ne pas leur donner des conditions dans lesquelles ils pourraient... Et du coup, ces grilles-là, elles permettaient de focaliser sur certains objets qui étaient à travailler plus que d'autres. Et ce n'est pas arrivé à ce moment-là. Donc on s'est dit, on va travailler, on va y aller dans la classe, on va y aller. C'est comme ça qu'on a fait. Alors on va voir, hein, la prochaine étape, ça va être de construire des séquences. On va voir comment on fait. Après, on va le faire ensemble aussi, hein, au départ. Mais... Attends, je reviens dans 3 ans. Bon, mais merci infiniment à vous et merci de votre écoute attentive sur mon rythme toujours un peu intranquille. Je sais que je suis comme ça. Merci à vous.